De retour sur le plateau de Brune & Neumann avec notre invitée ce soir, Marlène Schiappa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Oui. Pour être précis, c'est bien la dénomination. Et puis vous êtes aussi candidate au municipal dans le 14e arrondissement de Paris, oui, sur la liste de Benjamin Griveaux, en 2e place, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, derrière Éric Azière dans le 14e. Voilà. Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir. Roman Polanski, nominé 12 reprises pour son film J'accuse au César. Hier, Florence Foresti présentait les films nominés lors d'une conférence de presse à Paris. Et là, écoutez bien, elle va faire une espèce de vrai faux lapsus. Pour le César de la meilleure adaptation maintenant, Roman Polanski pour J'accuse. Roman Polanski pour J'accuse. Voilà, Roman Polanski pour J'accuse. Bon bref, au-delà de ce vrai faux lapsus, ces 12 nominations, est-ce que ça vous choque? Est-ce qu'il fallait, je sais pas, virer Polanski des Césars? Ça me choque, mais je voudrais être très claire dans le débat parce qu'on a parfois tendance à être un peu caricatural. D'abord, moi, je n'ai jamais appelé à la censure du film J'accuse et je n'appelle pas d'ailleurs maintenant non plus. Vous l'avez vu? Ni à la censure, je ne l'ai pas vu, je n'irai pas le voir. Je ne veux pas faire la démarche d'aller acheter une entrée, une place de cinéma pour un film qui est réalisé, scénarisé par un homme sur lequel pèsent autant d'accusations de viol de la part de femmes. Je ne crois pas que ce soit mon rôle que de soutenir cette personne. Néanmoins, effectivement, je suis très choquée par cette nomination. Je m'interroge en fait sur le signal que le cinéma français adresse aux femmes, et notamment aux femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Oui, mais alors attendez, votre remarque, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux 4600 votants de l'Académie des Césars ou aux 1,5 million de Français qui sont déjà allés voir le film? Aux votants de l'Académie des Césars, parce qu'on a beaucoup parlé dans ce débat de séparer l'homme de l'œuvre. Et j'adhère, c'est vrai qu'il ne faut pas juger une œuvre à l'aune du comportement. Ah, vous êtes d'accord avec ça? On s'est parlé d'eux. Bien sûr, je suis d'accord. C'est pas ce que vous faites? Ah si, c'est ce que je fais, puisque là, on ne parle pas seulement de l'œuvre, mais de l'homme. Quand on dit nous allons primer Roman Polanski en tant que réalisateur, c'est bien l'homme. Pour son œuvre. En tant que réalisateur, Roman Polanski en tant que scénariste, c'est Roman Polanski. On ne dit pas là, voilà, j'accuse, on dit Monsieur Polanski, montez sur scène et que toute la salle se lève et vous applaudit. Donc quand le ministre de la Culture, Franck Riester, publie un communiqué pour féliciter l'ensemble des nominés, dont Roman Polanski, bah vous êtes en désaccord avec lui? Je suis en accord avec le ministre de la Culture dans le sens où à la fin... Vous venez de dire le contraire. Alors je vais vous dire, à la fin de ce communiqué, Franck Riester a rappelé que le génie n'était pas une garantie d'impunité et il a aussi fait part de son interrogation sur le message qui serait envoyé par l'Académie des Césars et a rappelé qu'un artiste, aussi plébiscité soit-il, est injusticiable comme les autres. Et là-dessus, nous sommes pleinement d'accord. C'est un peu compliqué sur le plan dialectique et rhétorique. On voit Nicole Belloubet, par exemple, qui, elle, a établi une distinction entre l'homme, le réalisateur... moi, je suis pas du tout compliquée. Moi, je suis d'abord. On l'écoute d'abord. Allons-y, écoutons Nicole Belloubet. C'est la qualité de son film qui a été primée, j'imagine. Le film qui lui vaut cette nomination est un film intéressant. Vous faites la distinction entre l'homme et l'œuvre? Oui. Voilà, oui, c'est clair. C'est ce qu'on dit quand on parle de l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline, etc. Je fais la distinction entre l'homme et l'œuvre. Il y a une petite différence, si vous me permettez, c'est que personne ne va appeler Louis-Ferdinand Céline sur une scène à l'heure actuelle maintenant pour l'applaudir, alors qu'il y a... Je veux dire, soyons un peu cohérents, si vous voulez bien. Adèle Haenel, il y a quelques mois, a parlé du fait qu'elle avait été victime d'abus sexuels, de comportements... odieux de la part d'un réalisateur. Et là, le monde du cinéma français était en soutien. Il disait bravo Adèle Haenel pour ce grand courage. Sus aux auteurs de violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma français. Là, je vois là un manque de cohérence. Vous savez, c'est par le cinéma que MeToo est arrivé. D'ailleurs, ils sont nominés tous les deux, Adèle Haenel et Roman Polanski. Bien sûr, et d'ailleurs, on peut citer aussi le film de Céline Sciamma, Portrait d'une jeune fille en feu, qui porte un message de liberté des femmes. Mais c'est par le cinéma que MeToo est arrivé. C'est parce qu'il y a eu une enquête sur Harvey Weinstein de Ronan Farrow aux États-Unis. Il ne faudrait pas que par le cinéma, on fasse 3 pas en arrière dans le message qui est envoyé aux femmes. Il y a aussi l'affaire, entre guillemets, Gabriel Matzneff. Je n'ai pas envie de vous faire commenter l'affaire, les témoignages. En revanche, quelque chose m'intéresse. Votre gouvernement a renoncé à instaurer la notion d'âge minimal de consentement à un acte sexuel. Si je ne dis pas de bêtises, c'était la loi du 3 août. Non, c'est pas le cas, justement. Mais je ne vous en veux pas parce qu'il y a énormément de fausses informations qui circulent sur ce sujet. Ce qui s'est passé, c'est que dans cette loi, en toutes lettres, nous disons que le fait d'avoir moins de 15 ans, ça caractérise une contrainte morale et donc ça rattache l'acte sexuel à la définition du viol dans le code pénal. Ça allait être ma question. Pourquoi? Est-ce que du coup, pardonnez-moi, cette disposition-là,
au regard de tous les faits que l'on apprend, on va parler dans un instant de l'affaire Sarah Abitbol, Oui, bien sûr. est-ce que cette disposition-là, elle est suffisante? Est-ce qu'il faut, disons-le, est-ce que vous souhaitez qu'on réécrive ce texte? Alors justement, moi j'ai confié une mission il y a 2 jours à la députée Alexandra Louis, qui était rapporteure de cette loi, pour lui poser la question que vous venez de me poser. Mais vous avez un C'est-à-dire avis? la loi. Moi, je veux attendre que ce soit motivé parce que je ne connais pas toutes les décisions de justice qui sont prises par-delà le territoire français. Donc la loi, elle est suffisante. Maintenant, est-ce que l'application de la loi est suffisante? Ça, c'est une question que nous posons. Et si l'application de la loi n'est pas suffisante, alors nous la rouvrirons et nous la durcirons encore plus fermement. C'est quand même plus généralement, quand on y réfléchit, comment expliquer que ces faits, je parle de Matzneff, n'aient pas choqué plutôt... c'est quand même c'est incroyable, on a tous vu les images d'apostrophes, Bernard Pivot, il y a des gens sincères et des honnêtes gens qui n'étaient pas là pour justifier ce genre d'acte. Et puis souvenez-vous, pardon de le dire aussi, tous ces intellectuels de gauche dans les années 80-90, qui dans des journaux de gauche sérieux ont voulu justifier des actes, oui on peut le dire, de pédophilie. Il y a eu des pétitions signées par Sartre, de Beauvoir, Aragon, Barthes, Glucksmann, Deleuze. C'est fou, comment je me pose moi-même la question, comment n'avons-nous pas condamné ça plutôt tous collectivement les Français? Bien sûr, mais moi je partage pleinement votre constat et vous avez bien raison de le dire. Et moi-même qui suis une grande lectrice et admiratrice, notamment de Simone de Beauvoir, j'étais désespérée d'apprendre qu'elle avait pu signer de telles pétitions. Donc je crois que maintenant il faut être responsable pour le temps présent. En tout cas, être responsable politique, c'est être responsable du temps présent. Et maintenant, dire simplement que le droit doit s'appliquer. Quand M. Matzneff dit en présentant ses excuses assez tardivement que personne ne lui avait jamais dit qu'il n'avait pas le droit de violer des petits-enfants philippins âgés de 9 ans, je trouve que là, pardon, mais on se moque du monde. Justement, Marlène Schiappa, il se trouve qu'une équipe de BFM TV a retrouvé Gabriel Matzneff en Italie, si ma mémoire est bonne. Je voudrais que vous l'écoutiez, et puis je vous fais réagir juste après. Écoutez. Je n'ai pas envie de descendre, si vous voulez, parce que je garde de nous de merveilleux souvenirs. Nous avons vécu une durable et magnifique histoire d'amour. Et j'ai ces lettres. Et c'est sur ce beau souvenir que je veux conserver. Et je ne veux pas le gâcher en lisant un livre où on m'affirme qu'elle dit des choses méchantes sur moi, un livre qui me ferait de la peine. Vous savez, ça, c'est une stratégie typique des agresseurs. D'abord, de se servir de l'emprise, puisqu'on a fait rentrer le terme d'emprise dans la loi là, il y a 2 jours, se servir de l'emprise qu'ils ont pu exercer sur une jeune fille pour justifier ce qu'ils ont fait et se faire passer pour des victimes. Là, si quelqu'un qui n'a pas connaissance de l'affaire, qui écoute ce pauvre monsieur, se dit, mais enfin, ce pauvre monsieur, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un violeur, c'est quelqu'un qui a violé au moins une jeune fille, voire davantage, et il s'en vantait sur ses sites internet jusqu'à il y a quelques semaines. Et moi, je pense à tous les gens qui sont en train de regarder BFM TV, des femmes ou des hommes au demeurant, parce qu'il y en a aussi, qui ont connu des violences sexuelles dans leur enfance ou dans leur adolescence ou même à l'âge adulte, et qui voient ce monsieur qui est en train de justifier ce qu'ils ont fait, parler de merveilleux souvenirs pour parler de viol. C'est honteux. On peut faire énormément de choses. D'abord, j'ai renforcé la loi justement pour les moins de 15 ans. 2, j'ai allongé les délais de prescription de 10 ans. Maintenant, une personne qui a été victime de viol dans son enfance, elle a 30 ans après sa majorité pour pouvoir déposer plainte. 3, faciliter l'accès à la plainte. On a ouvert une plateforme et je donne l'URL, c'est arrêtonslesviolences.gouv.fr. Vous pouvez sur cette plateforme dialoguer avec des policiers et des gendarmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont été formés spécialement sur les violences sexistes et sexuelles. Vous parliez de ce délai de 30 ans. Il a fallu 30 ans à Sarah Abitbol pour oser dire, témoigner dans un livre des violences sexuelles qu'elle a vécues, subies. Elle avait 15 ans au moment des faits, lorsqu'ils se sont déroulés pour la première fois. Et aujourd'hui, son entraîneur, Gilles Beyer, j'espère que je n'écorche pas son nom, lui a présenté des excuses. J'imagine que vous allez me dire que ça n'est pas suffisant. Et je vous pose la question très simplement. Est-ce que la justice doit, à vos yeux, s'auto-saisir de ce qui est décrit dans ce livre ? Alors, plusieurs choses. D'abord, moi, j'appelle chacun à prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas prendre les responsabilités que je n'ai pas. Donc, je ne suis pas Sarah Abitbol. Il ne m'appartient pas d'accepter des excuses, de les refuser ou de me prononcer même sur les excuses qui lui sont là présentées assez tardivement. Il ne m'appartient pas non plus de dire à la justice de se saisir. Vous savez qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, la justice est indépendante. Le parquet s'est auto-saisi en ce qui concerne Matzneff. Nous verrons la décision qu'il prend. En revanche, vous, Marlène Schiappa, tant que Sarah Abitbol n'a pas décidé de porter plainte, vous avez un avis au poste que vous occupez. Vous pouvez, à titre personnel, souhaiter
que la justice se saisisse de ces faits qui sont extrêmement graves. Mais moi, ce que je dis, c'est que j'appelle toutes les personnes, d'abord plusieurs choses. Un, j'ai beaucoup entendu dans les commentaires dire les faits sont prescrits. Vous et moi, il ne nous appartient pas de dire que les faits sont prescrits. C'est un juge qui doit décider si les faits sont prescrits. Donc ne décourageons pas des victimes potentielles. On l'a vu dans l'affaire de David Hamilton, quand Flavie Flament a écrit le livre La Consolation. Pour elle, la justice a indiqué que les faits étaient prescrits, mais cet homme a violé beaucoup d'autres jeunes filles et adolescentes, et pour elle, les faits n'étaient pas prescrits. Donc si une femme ou un homme qui nous écoute a été victime de violences sexuelles, je l'invite à le signaler à la police, au 17 ou sur la plateforme que j'ai indiquée. Bien sûr que si, moi je souhaite que la place des violeurs, elle est en prison. Voilà, je suis très claire. Et surtout cet homme qui vient de dire publiquement, l'homme qui a violé Sarah Abitbol, qui vient de reconnaître les faits, puisqu'il a dit publiquement qu'effectivement il confirmait que ces faits s'étaient produits, sa place, elle est en prison, avec tous les autres violeurs et tous les autres agresseurs. C'est quand même extraordinaire parce qu'il y a eu finalement des... Comment pourrais-je dire, des ghettos d'impunité. On a vu tout à l'heure, les intellectuels, voilà, la littérature, les journalistes, certains journaux de gauche. On est en train de voir le sport, on n'a pas parlé du tennis. On n'a pas parlé du tennis, le tennis féminin. Mais... Il y en a dans tous les domaines. Simplement, quelle est la différence? Pourquoi on écoute Sarah Abitbol? Pourquoi on écoute Vanessa Springora? Parce que maintenant, à l'âge qu'elles ont et avec la trajectoire qu'elles ont acquis une forme de puissance. On a là une femme puissante dans le monde de l'édition, Vanessa Springora, et une multiple championne adorée d'une grande partie de la population, Sarah Abitbol. Et c'est pour cela qu'elle les écoute. Et Christine Angot a dit quelque chose de très juste à ce sujet. Elle a dit, faut-il écrire un livre pour que l'on ouvre les yeux et pour que la justice s'en saisisse? Il y a beaucoup d'autres femmes qui n'ont pas l'accès à la parole publique comme Sarah Abitbol et Vanessa Springora. Et ça, c'est la responsabilité, pardonnez-moi, c'est la responsabilité des politiques, en l'occurrence, faire en sorte que le système permette à ces femmes de pouvoir porter plainte, d'être entendues sans avoir à écrire un livre. Mais c'est ce que je fais, c'est tout ce que je fais, c'est tout ce que je viens de vous expliquer, toutes les mesures que je fais. Maintenant, le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir, mais ne peut pas tout seul. Et ce que nous disent toutes ces femmes, c'est qu'il y a une chaîne de responsabilité. Que fait la fédération quand elle lui apprend qu'il y a des viols pendant plusieurs années? Que font les voisins? Que font les entraîneurs? Que font les adultes qui sont censés protéger les enfants? Le ministre des Sports de l'époque, qui visiblement a été contacté par Sarah Abitbol. Que font les uns et les autres? Donc il y a toute une chaîne de responsabilité. Et là, moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir, mais tous les gens qui nous regardent et qui savent que chez le voisin, il se passe des choses pas très claires, que tel prof de sport, il est réputé pour toucher les jeunes filles pendant les entraînements, eh bien, il faut les dénoncer. Il faut le dire et il faut être très ferme là-dessus et sans aucune complaisance. L'affaire Mila, maintenant, Marlène Schiappa, du nom de cette jeune femme qui, sur les réseaux sociaux, a tenu des propos durs, insultants même sur la religion, sur l'islam et les musulmans. Le parquet a finalement décidé de ne pas poursuivre la jeune Mila qui avait tenu ces propos. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Finalement, on ne la poursuit pas pour délit de blasphème. Alors, vous me mettez dans des positions difficiles parce que vous me demandez de commenter des décisions de justice et vous savez à quel point j'ai très envie de le faire. Vous pouvez nous donner votre avis, ça nous suffira. Je citerai le président de la République, Emmanuel Macron. En France, on a le droit de, entre guillemets, blasphémer. Il n'y a pas de délit de blasphème en France. On a le droit de critiquer les religions, y compris dans des termes très virulents, quelles que soient les religions. Et à l'inverse, on n'a pas le droit de menacer de mort une jeune fille de 16 ans, ni un jeune homme de n'importe quel âge. Donc Nicole Belloubet, garde des Sceaux, quand elle a dit l'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, elle a dit une grosse bêtise. J'étais au banc avec Nicole Belloubet juste après, puisque nous défendions la loi contre les violences conjugales, et elle a dit elle-même publiquement qu'elle avait considéré qu'elle avait dit une maladresse. Parfois, quand on est dans une matinale en radio, en direct, il peut nous arriver d'aller un peu vite, ça m'arrive aussi. Et elle est revenue sur ses propos, elle a dit que c'était une maladresse. Et voilà. Ça suffit de rétropédaler, de présenter ses excuses? Parce que, pardon, alors, moi, je veux pas en rajouter, mais elle est garde des Sceaux, donc elle est censée connaître le droit. Elle a été membre du Conseil constitutionnel. C'est vrai que cette phrase, on pourrait imaginer une maladresse, mais de la garde des Sceaux, c'est oui, quand même... on n'a aucune tolérance à l'erreur ou à quoi que ce soit vis-à-vis des responsables politiques. Nicole Belloubet, la veille, elle est partie à 1h30 de l'Assemblée nationale où elle a défendu amendement après amendement la loi contre les violences conjugales. Le lendemain, elle se réveille à 5h pour aller faire une matinale. On lui pose cette question sur un sujet qui n'est pas, qu'elle n'a pas tout à fait suivi parce qu'elle était mobilisée sur autre chose. Elle répond rapidement. Immédiatement après, elle revient elle-même sur ses propos. Ne faisons pas comme si c'était Nicole Belloubet qui était la responsable. En l'occurrence, il y a des gens qui ont eu des propos qui me choquent bien davantage.
bien davantage. Un responsable du CFCM Voilà. dit tant pis, c'est bien fait pour elle. Enfin, pardon, ça n'est jamais bien fait pour qui que Qui ce soit. sème le vent récolte la Mais tempête. c'est honteux de tenir des propos pareils. Enfin, le cyberharcèlement meute, il est condamné depuis une loi que j'ai fait voter en 2018. Ouais. On n'a pas le droit de Très bien. cyberharceler. Moi, j'entends quelqu'un. votre indignation. Elle est honnête, elle est sincère, je n'ai aucun doute. Mais pardon, on lui dit quoi à Abdallah Zekri? Au-delà de ça, on fait quoi? On le convoque? On lui parle? Ah bah moi je me suis exprimée, je suis une des seules responsables Mais politiques à m'être s'exprimer, c'est exprimée bien. publiquement. Mais il faut peut-être le convoquer, que vous ayez une Alors, conversation moi, avec lui. je n'ai pas autorité sur ce monsieur. Tout ce que je peux dire, c'est que moi qui Le ministre des qui Cultes, parle- le ministre de l'Intérieur? Alors, je ne sais même pas quelles sont les responsabilités exactes de ce monsieur, puisque j'ai vu qu'un autre responsable du CFCM s'était exprimé ensuite Pour dire le dans contraire. un tout autre sens, avec des propos là très dignes, en appelant à l'apaisement. Quand on est un responsable public comme ce monsieur, qu'il y a des fidèles, des gens qui vous écoutent, on a une responsabilité, notamment d'apaiser, et pas de cautionner des menaces de mort. Vous n'en avez pas marre parfois de cette espèce de confessionnalisation du monde, quoi. On a une tête d'arabe, on est forcément musulman, on est juif, voilà, ou on est blanc, on est catho, ou Ouais, protestant. Moi, vous qui avez un papa qui venait de gauche, moi je me souviens d'une époque où on pouvait impunément dire j'emmerde Dieu, j'emmerde toutes les religions. Il y avait puis il y avait des tas de gens qui étaient agnostiques, athées, qui se foutaient des problèmes de religion. D'ailleurs, ceux qui ont plus de 40 ans aujourd'hui se souviennent des cours de récréation où on ne savait pas trop que celui-ci était musulman, celui-là était juif, celui-là était catho, ou rien du tout. Et ça, c'est en train de disparaître. Donc vous le sentez pas, ça? Complètement, je suis d'accord avec la première partie de votre propos. D'ailleurs, sur l'assignation identitaire, je peux dire, moi, avec ma gueule de métèque, comme disait Moustaki, je me suis fait traiter de sale juive ou de sale arabe, demeurant aucun des deux. Pardon de vous Un nombre interrompre, mais incalculable de priorité fois. au dire. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez vu Édouard Philippe en meeting ce soir, en direct au Havre, ville, c'est clair depuis ce matin, c'est officiel depuis ce matin, ville dans laquelle il est candidat à l'élection municipale. Nous avons été interrompus dans Brunner-Neumann, comme tous les vendredis soirs, Brunner-Neumann, nous avons été interrompus par la prise de parole d'Édouard Philippe, et notre invité, qui suit avec grande attention son Premier ministre, c'est Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. On l'a suivi, sur un air gourmand d'ailleurs. Vous le regardiez, ça vous passionnait. C'est vrai qu'il est assez à l'aise. Hein. Mais il y a un certain nombre de personnes qui s'étonnent quand même, en pleine crise sociale, alors que nous sommes au cœur de cette réforme des retraites assez contestée en France, de voir un Premier ministre qui part comme ça en Normandie, qui délaisse Matignon quelques instants pour dire finalement je vais faire campagne. Je vais faire campagne pour une grande ville importante comme Le Havre. Est-ce que c'est pas un anachronisme ? Vous savez, moi, ça va faire 3 ans que je suis secrétaire d'État rattachée au Premier ministre, et donc Édouard Philippe est mon interlocuteur principal. Et ce dont je peux témoigner, c'est que c'est un homme qui est profondément attaché à un certain nombre de valeurs. La loyauté, par exemple, c'est toujours quelqu'un qui fait ce qu'il dit ce qu'il fait, il ne vous prend jamais par derrière, il est toujours solidaire, il prend ses responsabilités. Et c'est aussi quelqu'un qui est attaché à des valeurs, et notamment attaché à la démocratie et à la valeur du suffrage universel. Et il l'a très bien dit en meeting. Il avait dit ce matin aussi sur France Bleu au Havre, il a dit que pour lui, c'était primordial en tant que responsable politique, que chef du gouvernement, d'aller rencontrer les électeurs et de se présenter au suffrage. C'est tout à son honneur, c'est très courageux. Que dirait-on si le Premier ministre esquivait les élections municipales et refusait d'aller rencontrer les électeurs? Là, ça poserait question probablement. Il prend quand même un risque, pardonnez-moi, le Premier ministre, parce qu'il joue tout, il fait tapis, comme on dit au poker. D'une certaine manière, s'il perd ses élections, derrière, il perd aussi Matignon. Et là, pour le coup, il n'a plus rien. On n'imagine pas le président de la République laisser le Premier ministre à Matignon si celui-ci, dans une élection municipale, est battu. Écoutez, ça, sincèrement, je ne sais pas. Seul le président de la République sait, peut-être le Premier ministre, ce qui est prévu dans différents scénarios, mais je crois qu'Édouard Philippe, encore une fois, nous montre justement là son courage. Il l'a rappelé, aucune élection n'est gagnée d'avance, et donc il se présente au suffrage, et ce sera aux Havraises et aux Havrais de choisir pour lui. Éric, on va évidemment continuer à parler d'Édouard Philippe dans quelques instants, mais d'abord une question qui vous concerne directement. Il s'est passé quelque chose d'incroyable à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On discutait de l'augmentation du délai de congé lors du décès d'un enfant. Aujourd'hui, c'est 5 jours. Il était question de le passer à 12 jours. Et alors, la surprise dans l'hémicycle, le texte est battu en brèche. Vos amis de La République En Marche, d'ailleurs, pour certains, ont voté pour, d'autres ont voté contre. Pas assez de gens dans l'hémicycle. C'est quand même inouï comme histoire. Oui, bien sûr.
Je vais vous dire les choses très sincèrement. Moi, je suis maman. J'ai présidé pendant plus de 10 ans un réseau qui s'appelait Maman Travail. Ma vraie légitimité, moi, elle vient de là, de la défense des mères actives. Et je souhaite que le gouvernement, à titre personnel, je souhaite que le gouvernement reconsidère sa position, qu'il y ait un nouveau vote qui soit plus digne. Je crois que la seule réponse entendable, c'est de dire à une personne qui vient de perdre son enfant, eh bien, prenez le temps dont vous avez besoin. Le MEDEF et les syndicats se sont exprimés en faveur d'un allongement de ce congé votre collègue du gouvernement, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a expliqué qu'au fond, cette mesure, elle allait poser des tas de problèmes aux entreprises. Donc il faudrait vous mettre d'accord au sein du gouvernement. Je ne partage pas cet avis. J'ai beaucoup de respect pour Muriel Pénicaud, une grande admiration pour sa trajectoire et pour ce qu'elle fait comme ministre du Travail. Elle a obtenu beaucoup de résultats sur beaucoup de sujets, mais là, vous me permettrez d'avoir une divergence. Je ne partage pas cet avis. Le MEDEF et les syndicats ont dit tous les deux que c'était quelque chose de faisable et d'entendable. Je crois qu'on doit pouvoir reconsidérer cette position. Et d'ailleurs, le secrétaire d'État... Vous demandez, pardonnez-moi, qu'on revote ? Comme l'a fait d'ailleurs le président du MEDEF. Il faut que chacun respecte les usages. Et donc, je ne sais pas si ça passe par un nouveau vote ou par une nouvelle discussion. Mais je souhaite en tout cas que la discussion soit ouverte de nouveau. Je suis persuadée que la ministre du Travail, comme le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance et la ministre des Solidarités, ils seront ouverts puisque personne ne s'y oppose. Mettons du cœur là-dedans. Je crois que pour toutes les personnes qui savent ce que c'est que d'avoir perdu un enfant, et je ne le souhaite à personne, je crois qu'on peut considérer que 12 jours, c'est vraiment un petit minimum. Merci Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Nous avons été un peu perturbés dans l'ordonnancement habituel, dans le tempo habituel de Brunet Neumann par ce meeting du Premier ministre au Havre, mais nous avons estimé qu'il était important de vous le montrer. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, Laurent Neumann et moi-même pour un nouveau Brunet Neumann, 19h, 20h30 sur BFM TV. Dans un instant, c'est le 20h30 week-end de Stéphanie Zenati.